fidèles à l'ORTM. Il est 13h à Sakora dans le sac de Koulikourouk, même heure à Tonan dans le sac de Bla. Le journal, Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Malactualité. Voici les grandes lignes de cette édition. La 4e session du comité de pilotage du programme d'appui au fonctionnement de l'état civil s'est tenue à Bamako. La mise en place d'un système d'information sécurisé est au cœur de cette session. Donc, tu as accueilli une mission de l'Institut national démocratique, la vulgarisation de la nouvelle loi électorale afin de permettre aux hommes des médias et aux relations de la société civile de se l'approprier est l'objectif principal de cette mission. On parle sport dans ce journal, une actualité qui s'est développée par Famoud Dourté. Il nous parlera surtout de football avec le tournoi IFOA en Mauritanie, des éliminatoires du Chan. Il a la question avant de parler de basketball avec la 4e fenêtre de qualification pour le mondial. L'art du protocole au Mali, c'est le sujet de la chronique culture société, c'est un fait régional. Une réalisation de Cheikh Bassagaï et Apollinaire Dao. L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire, et surtout l'intitulé d'un livre qui vient de paraître dans l'édition Kouri. Voilà pour le titre. Je le disais, tenu à Bamako ce vendredi de la 4e session du comité de pilotage du programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé PAI6. Cette session a mis l'accent sur l'effort déployé en matière de l'octroi des extraits de naissance, mariage et autres documents qui garantissent contre l'apatridie et l'apatricide. Alors, l'État malien donc, et ses partenaires, Enabal et Sioupol, entendent redynamiser ce partenariat au bénéfice de la population. Reportage pour Kanouté. Les administrateurs et partenaires passent en revue les succès engrangés et les défis à relever au cours de cette 4e session du comité de pilotage programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et la mise en place d'un système d'information sécurisé. Cela pour permettre à chaque citoyen d'avoir un état civil sécurisé, fiable en vue de s'épanouir à travers ses droits et devoirs. Abdoulaye Al-Kadi, directeur général de l'état civil. Le programme a apporté des résultats significatifs à notre système d'état civil. Je m'en vais parler ici du renforcement du cadre juridique, des opérations de rattrapage, des constructions et des réhabilitations des centres d'état civil, de l'appui apporté aux communes en termes de besoins. Je peux parler de l'archivage physique et numérique. Michel Decloc, premier conseiller de l'Union européenne. Nous sommes particulièrement attachés à ce que les 140 000 personnes identifiées pour bénéficier d'un jugement supplétif avec l'appui du PACSIS puissent accéder à ce précieux document qui fera d'eux des citoyens à part entière. Nous regardons également avec attention l'évolution des activités de dématérialisation des actes de l'état civil, première étape de modernisation de la gestion de ces documents, et espérons que la cible des 5 millions d'actes numérisés, indexés et archivés pourra être atteinte. Les autorités maliennes ont apprécié à sa juste valeur ce projet porté par l'Union européenne et mis en place par Enabel et Civipol qui connaîtra bientôt son épilogue. Brima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La clôture de ce programme intervient à un moment où la nécessité d'améliorer les systèmes d'état civil trouve désormais une résonance toute particulière avec les nouveaux défis et enjeux de la mondialisation, tels que la libre circulation des personnes grâce à l'intégration régionale, la sécurité nationale des frontières, la lutte contre le terrorisme et contre la cybercriminalité, la gestion et la mobilité internationale. Autant de questions dont les réponses sont tributaires d'un système d'état civil moderne, fiable et performant. Au cours de cette session, les rapports ont été examinés. Il s'agit des résultats obtenus dans l'exercice budgétaire 2022, la planification du 2e semestre ainsi que la proposition d'affectation du matériel et équipement. Il y a ici à Bamako l'intérêt d'élaboration de la validation d'un plan triennal de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Il a pour objectif d'élaborer et de valider le plan d'action stratégique triennal de la dite communauté. L'atelier donc est organisé par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption et financé par l'École publique nationale d'administration de Québec. Reportage Suleiman Sidibé. Pour lutter contre la corruption, un phénomène très dangereux pour tout pays, la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption
à élaborer un plan triennal 2022-2025, d'où la tenue de cet atelier pour valider le plan en question. Les travaux visent à mobiliser les responsables de la communauté pour échanger afin de proposer les activités mesurables et réalisables dans une période de 3 ans. Mariam Djamassanogo, présidente de la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Les travaux vont nous conduire certainement à la finalisation de ce plan d'action triennal. Les attentes, c'est un plan d'action bien ficelé avec des activités relatives à la formation, à l'information, à la sensibilisation des citoyennes et des citoyens sur les causes, les conséquences, les pistes de solutions pour lutter contre la problématique de la corruption. La démarche de la communauté est saluée par son partenaire financier, l'École publique nationale du Québec. Jean-Paul Riverain, chef de mission de l'UNAP au Mali. Ces gens-là font un travail extraordinaire. Ils ont permis de libérer le langage. Aujourd'hui, on parle de la lutte à la corruption. Ils ont la chance d'avoir un gouvernement qui les appuie dans cette direction-là. Et je pense que la communauté de pratique est appelée à un avenir radieux dans un Mali nouveau. Créée en 2016, la communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption est une organisation libre, apolitique et indépendante. Elle a pour mission de promouvoir et de véhiculer les valeurs d'éthique et d'intégrité au Mali. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. L'Institut national démocratique était à Tombouctou pour vulgariser la nouvelle loi électorale afin de permettre aux hommes des médias et organisations de la société civile de se l'approprier et diffuser son contenu aux citoyens. Cette activité se tient dans le cadre du programme Émerge avec la collaboration de la CEPE. Reportage Nassim Baba Sissé. Permettre aux citoyens de jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans le processus électoral afin d'éviter toute contestation pendant les élections. Cela passe nécessairement par une bonne appropriation des contours de la loi électorale, surtout avec les innovations majeures opérées. Voilà tout l'objectif de cet atelier organisé par l'Institut national démocratique NDI. Hamma Ali Sankare, coordinateur régional Mopti Tombouctou du programme émergent NDI. Dans la perspective de contribuer aux efforts des autorités en vue de l'appropriation de la loi électorale, que le NDI, en collaboration avec les partenaires de la coalition de la charte d'engagement public pour l'émergence CPE, a initié cette session à l'endroit des leaders des organisations de la société civile et des médias. Abdoulaye Ali, coordinateur régional des organisations de la société civile. La réforme électorale fait partie intégrante de l'évolution démocratique. Elle est entreprise afin d'améliorer le processus électoral à travers la promotion des droits électoraux des citoyens et la mise en œuvre de principes directeurs. 2 experts en la matière sont commis pour expliquer et étayer le document de 43 pages sur la loi électorale. Les participants à cet atelier mesurent les enjeux d'une telle initiative et énumèrent déjà ses atouts en leur faveur. Khalifa Ag Imama, conseiller communal à la commune urbaine de la mairie de Tombouctou. En tant qu'autorité communale, il est très important pour toute la population de se mettre à jour par rapport à cette nouvelle loi. C'est tout à fait normal. Karifa Kone, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. C'est avec le ferme espoir que chacun de vous sera un ambassadeur de vulgarisation du contenu de ces précieux outils auprès de vos différentes organisations et de vos communautés respectives. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Direction Gao, où s'est tenu un atelier de formation des membres des plateformes régionales Une seule santé des régions de Gao, Kidal et Menaka sur la communication des risques et l'aménagement communautaire en situation de crise sanitaire. L'atelier est organisé par Breakfit Action avec le financement de l'USAID. Il se déroule du 24 au 26 août dans la salle de conférence de la Fleur du Désert. Reportage Rakia Toutouré. Cette session de formation de 3 jours vise à renforcer les capacités des acteurs sanitaires impliqués dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Elle vise à mieux accompagner l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire.
Dr Traoré Awakunare, directrice du projet Brickfoot Action. Les communautés doivent être au cœur de toute intervention de santé publique parce que ce sont les communautés, l'individu qui est affecté, c'est sa famille qui est affectée. Et si nous voulons avoir des interventions de santé publique efficaces visant à changer le comportement des individus, nous devons les placer au cœur de toutes nos activités. La plateforme nationale Une seule santé a été créée en 2018. Modibo Ngoïba, chef de division inspection et santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires. Je remercie particulièrement l'USAID à travers le projet Brexit Action pour son appui constant et indéfectible pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux aux différents échelons de la pyramide sanitaire dans la communication des risques et l'engagement communautaire. Agali Ag-Inamou Diatara, directeur de cabinet au gouvernorat de Gao. J'invite tous les membres des plateformes Une seule santé des régions de Gao, Menaka et Kidal à être attentifs et assidus lors des exposés pour un meilleur partage d'expériences dans le cadre de l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire. Brickfoot Action est une initiative de coopération d'une durée de 5 ans du Centre des programmes de communication de l'université privée américaine Johns Hopkins, financée par l'USAID dans le cadre de son programme social et comportemental à travers 40 pays. Gao, Rakia Toutouré, Youssouf Samake pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le Premier ministre du gouvernement de transition, Albert Ouedraogo, a consulté hier les différentes tendances de la classe politique, les acteurs économiques en vue d'établir le nouveau chronogramme de la transition. Les responsables religieux et coutumiers étaient également présents à la rencontre. Après l'accord obtenu avec la CEDEAO sur les délais de la transition, un nouveau calendrier électoral doit être établi. L'équipe technique chargée d'élaborer le nouveau chronogramme pour les élections est déjà en place, mais les priorités ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs. L'objectif de cette première rencontre était de présenter des termes de référence du travail du comité technique en charge d'élaborer le nouveau chronogramme de transition. En Tunisie, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD s'ouvre ce samedi à Tunis et environ 5000 participants sont attendus, parmi lesquels 30 chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Afrique. Le Japon dit vouloir instaurer un vrai partenariat avec l'Afrique, un développement de qualité mené par les Africains en faisant allusion à peine voilée à la Chine à ne pas surendetter les pays hôtes. Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif se poursuivent. Le règlement intérieur du dialogue a été adopté hier dans l'agitation. C'est l'installation aujourd'hui donc d'un organe chargé de diriger les assises qui est à l'ordre du jour. En attendant, les transactions se poursuivent pour convaincre les partis politiques et acteurs de la société civile qui boycottent l'événement et de rejoindre. L'élection en Angola, le candidat de l'opposition Alberto da Costa conteste la victoire du MPLA. Les résultats provisoires donc des élections générales portant sur 97% des votes ont été dévoilés jeudi dernier par la commission électorale. Il donne la victoire au MPLA, le parti présidentiel, avec 124 sur 232. J'ai dit 223 députés, un très net recul par rapport au dernier scrutin. Mais le candidat de l'UNITA a annoncé aujourd'hui qu'il rejetait ces chiffres. Alberto da Costa Junior demande donc alors à un nouveau décompte et réalisé cette fois-ci par une commission indépendante avec une participation internationale. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famour Djouté. Famour Djouté, bonjour. Bonjour Isaac Teno. On va parler d'abord de football pour dire que le tournoi IFOA A, les Aiglons donc sont bien arrivés à Mauritanie. En effet, la sélection nationale U20 est bien arrivée en Mauritanie pour le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines IFOA qui démarre ce dimanche 28 août. Les techniciens de Mbatraoré et ses protégés ont pris quartier à l'hôtel Maurice Inter. Logés dans la poule A, les Aiglons affronteront le pays hôte, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, alors que la Gambie, championne en titre, en découdra avec le Sénégal, finaliste de la précédente édition, le Cap-Vert, le Libéria et la Guinée. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales et les finalistes décrocheront les 2 tickets qualificatifs de la zone pour la CAN U20 prévue du 18 février au 10 mars 2023 en Égypte.
Le sélectionneur Demba Traoré et ses protégés feront leur entrée en lice contre la Sierra Leone lundi à 19h30 au stade Cheikhna Bouadia. Alors, pour coller l'actualité liée à l'actualité malienne, si vous voulez, en sport malien, on va parler de la Supercoupe pour coller la Simi Goïta. Eh bien, la deuxième journée des matchs de groupe prend fin ce samedi. Oui, CNT, Kidal et Gao Sikasso sont les matchs du jour. En ouverture de la deuxième journée dans le groupe B, l'équipe de Mopti s'est imposée 3-0 face à celle de Tombouctou. C'était hier au stade Mamadou Konaté avant les deux rencontres d'aujourd'hui. Dans le groupe B, le classement provisoire est comme suit. Mopti est en tête avec 6 points. L'équipe de Sikasso et Gao suivent avec 3 points chacune, mais avec un match en moins. Les équipes de Kidal, Gao et du CNT ferment la marche avec 0 points. Dans le groupe A, après 2 journées, les équipes de Bamako, Koulikoro et du gouvernement partagent la tête du groupe avec 4 points chacune. La troisième journée débute le mardi 30 août 2022. La station locale du Sénégal affronte celle de la Guinée ce samedi à match aller du second tour des qualifications au CHAN 2023. Oui, une double confrontation qui s'annonce périlleuse pour les hommes du coach Pape Diaw face à leur bête noire qui leur a barré la route lors des 3 dernières éditions. Comment exorciser ces vieux démons? Telle est l'équation à plusieurs inconnus qui se présentent à l'équipe nationale locale du Sénégal. Barrés par la Guinée sur la route du CHAN lors des 3 dernières éditions, les lions locaux veulent enfin rompre ce qui s'apparente à un mauvais sort. Pour cette 7e édition de la compétition, ce sera donc la 5e fois que Sénégal et Guinée s'arrachent un ticket pour le CHAN. Au total, le Sénégal a essuyé 4 éliminations successives en qualification du CHAN, 3 par la Guinée et 1 par la Mauritanie en 2014. Au Cameroun, les manœuvres anti-Samuel Eto'o se poursuivent. Et que se passe-t-il encore? Alors que la première assemblée générale de la mandature se tient ce samedi, certaines voix s'élèvent pour contester la légitimité du patron de la FECAFOOT. Le Gibaï Gatama, l'un des membres du comité exécutif, conteste publiquement l'autorité du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, n'est plus président de la fédération depuis sa condamnation le 20 juin 2022 à 22 mois de prison ferme pour fraude fiscale en Espagne, dit-il. Alors, pour soutenir sa thèse, le journaliste de profession convoque les dispositions combinées des articles 36 et 47 des statuts de la FECAFOOT, dans lesquels il est dit en substance que tout candidat au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT ne doit pas avoir été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6 mois. Ensuite, Gibaï Gatama a été rejoint dans sa lutte par quelques membres de l'Assemblée générale. Pour l'heure, on ne connaît pas encore le nombre de membres de l'Assemblée générale qui contestent la légitimité de Samuel Eto'o, mais leur conseil, Maître Jean-Paul Biaba, avocat au barreau du Cameroun, annonce qu'ils ne participeront pas aux assises de ce samedi. En conséquence, dit-il, toutes les résolutions issues de l'Assemblée générale de ce samedi 27 août 2022 portent d'ores et déjà le sceau de l'inégalité. En d'autres termes, ces résolutions pourraient être remises en cause devant les juridictions compétentes. On termine par le basketball. La première journée de la 4e fenêtre des qualifications du mondial basketball 2023 s'est jouée ce vendredi sur le continent. Oui, le Sénégal a battu le Sud-Soudan, leader du groupe F, 65-63. Du coup, le Sénégal remonte à la 3e place du classement avec 11 points et peut toujours croire à une qualification au mondial. Égyptiens et Tunisiens se sont livrés un duel sans merci ce vendredi. Finalement, c'est les Égyptiens qui réussissent à tirer leur épingle du jeu dans ce match 67-61. Les Pharaons comptent désormais 13 points et occupent la première place du groupe F. Match très serré entre le Cameroun et la RDC, mais la détermination et la combativité des Camerounais auront finalement eu raison des Congolais dans les ultimes secondes du match 69-65. Malgré cette victoire, le Cameroun, 9 points, reste lanterne rouge du groupe F. Côte d'Ivoire, Nigeria était l'un des chocs de cette première journée de la 4e fenêtre des qualifications du mondial de basket 2023. Choc qui a tourné en faveur des éléphants. Ils se sont imposés 68-66 face à leurs adversaires. Une victoire qui conforte la première place des Ivoiriens, 14 points dans le groupe E. Et dans le dur, depuis le début de ces éliminatoires, le Nigeria 6 points. Quant à lui, voit ses chances de participer au mondial s'envoler
après cette nouvelle défaite, la troisième dans son parcours. Et enfin, l'Angola n'a pas tremblé face à l'Ouganda. Les Angolais ont maîtrisé la partie de bout en bout pour finalement s'imposer 84-62. Avec cette victoire, l'Angola 12 points consolide sa deuxième place dans le groupe E. L'Ouganda est lui déjà éliminé. Voilà, le Mali donc exclut donc de cette fenêtre pour avoir boycotté la troisième fenêtre, il faut le préciser. Effectivement. Fameux Dioté, merci. Chronique culture et société. L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire, c'est l'intitulé d'un livre qui vient de paraître dans les éditions Kouri. Son auteur, Mathias Sodjara, tente d'allier donc le protocole traditionnel malien et le protocole moderne. Le retraité partage à travers cet ouvrage ses longues années passées dans les services protocolaires. L'art du protocole au Mali, c'est le sujet de la chronique culture et société réalisée par Cheikh Oumar Sangaré et Apollinaire Dao. Originaire de Nchiba dans le Beledougou, Mathias Diarra est un conseiller des affaires étrangères à la retraite. Diplômé de perfectionnement en protocole diplomatique, en relations internationales, il a voulu capitaliser ses expériences dans cet ouvrage intitulé « L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire ». Mathias Diarra, auteur du livre « L'art du protocole au Mali ». À l'aube de ma retraite, l'idée d'apporter une contribution aux pratiques protocolaires de mon pays a germé. Donc la décision d'élaborer un document sur ce sujet répond donc pour moi d'abord de m'acquitter d'un devoir de reconnaissance envers le pays qui m'a formé. Et ce livre vise aussi à donner une meilleure compréhension du protocole dont le niveau et l'image doivent être rehaussés. Mais nous avons surtout tenu à mettre à disposition des agents, de mes cadets, un document pédagogique dans lequel les agents de protocole trouveront des repères, des informations pratiques pour les aider dans leur rôle et fonctions respectifs. L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire est un ouvrage de 153 pages dans lequel l'auteur définit le protocole comme étant un métier d'humilité, de dignité, de respect, de discrétion et de courtoisie. Un devoir d'abnégation, de tenue et de retenue. 3 cas pratiques ressortent dans l'ouvrage. L'investiture d'un président de la République, il faut faire beaucoup attention à ça. Il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent. Vraiment, c'est minutieux et ça doit être très bien préparé. Il y a également la présentation de l'aide des clients des ambassadeurs. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont nommés, parce que ça, c'est vraiment l'appréciation du président de la République, mais qui ne sont pas des diplomates, qui ne viennent pas des affaires étrangères, qui ont déjà appris certaines choses, certaines bases du protocole. Donc, ça, au protocole, de leur dire comment on présente de l'aide des créances à un président de la République. Et ensuite, j'ai pris un cas très précis où vraiment le protocole s'exerce en tout, c'est l'organisation des sommets. J'ai eu à organiser 2 sommets, et là, c'est la pratique, c'est les cas d'école qu'il faut l'avoir. Tout ce qu'on a appris au protocole, on a le temps de l'appliquer pour l'organisation des sommets. Le livre nous enseigne la bonne prononciation d'un discours, la gestion du temps, le langage protocolaire et la tenue vestimentaire. L'habillement, d'une façon générale, reflète un style, une culture, un code de civilisation qui demeure, n'est-ce pas, un critère important d'appréciation. En matière d'échange des cadeaux aussi, il faut que le protocole de la République veille à ce que, non seulement à ce que les cadeaux offerts soient l'expression des traditions et des métiers d'art du pays, et l'agent du protocole aussi devra connaître les coutumes et les règles du pays présent pour offrir des cadeaux. Le travail des protocoles vise à réguler les rapports des individus avec en toile de fond le respect et la courtoisie, des valeurs traditionnellement portées par les griots. Les valeurs universelles, qui sont le respect et la courtoisie, qui sont le fondement de toutes règles du protocole, sont encensées sur la place publique par les griots, aussi loin qu'il remonte le cours de l'histoire du Mali. Donc, pour dire que ce protocole est pratiqué depuis le temps, depuis qu'on remonte l'histoire du Mali. La calebasse d'eau offerte au pied de la passerelle de l'avion, c'est un acte d'une grande portée symbolique de la tradition d'accueil au Mali. L'eau est symbole de pureté, en même temps qu'elle est la fillette qui l'offre aux visiteurs. L'offre de noix de cola est aussi symbolique. Les colas, on le sait bien, ne sont jamais absentes des cérémonies maliennes. Les colas scellent le dessein de ceux qui se marient, sacralisent les alliances ou mettent fin au déchirement. L'autre à qui on les offre se doit de les prendre. Dans le livre, Mathias Diarra s'inspire de la sagesse africaine dans sa diversité. Un proverbe bambara dit
que le taureau n'est pas fâché qu'on le tue. Mais si tu le tues à l'intérieur du parc, il n'est pas content. Pour dire que il faut savoir ménager les susceptibilités, ne pas humilier et surtout devant des subordonnés. Les Ivoiriens disent que dans un cercle qui n'est pas le sien, on y mange, mais on ne converse pas. Alors les Tunisiens, par contre, eux disent également qu'on doit faire preuve de bonne manière celui qui est en terre étrangère. Un proverbe congolais dit ceci: quand tu viens chez autrui, l'orgueil ne franchit pas le dessous. Naturellement, l'auteur fait cas du langage protocolaire. Un ambassadeur du Mali qui se trouve en Guinée, on l'appelle Excellence, monsieur l'ambassadeur du Mali, voilà. Mais quand il est au Mali, non, bon, les gens disent Excellence, non, ça n'existe plus. Il devient monsieur tout court. L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire, est un témoignage qui prouve que le travail des protocoles est tout un art de conduite sociétale. Voilà, ce journal c'est pendant qu'il est 13h passé de 26 minutes à Nozombougou dans le cercle de Kouloukani et à Badogo dans le cercle de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Yenou avec la communauté technique de Absi Traoré. Mise en onde, c'est ce que je disais, et mise en ligne, il y a à dire maintenant, Sekou Traoré et réalisation d'Ossé Baba Diarra. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la télé sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer l'excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.